Takeru est un pauvre loser méprisé de tous car il dirige l'escouade anti-magie la plus nulle de toute son académie. Pourtant, tout bascule quand la meilleure élève l'aide à libérer une puissante relique ancienne pour qu'il puisse briser ses ennemis le jour et ses reins la nuit. Tout commence dans une académie anti-magie où Takeru se fait chambrer par les autres élèves car il ramène toujours son sabre à des fusillades. Mais il endure les moqueries pour pouvoir un jour devenir inquisiteur et rembourser les lourdes dettes que ses parents lui ont laissées. C'est alors qu'il arrive au bureau du 35e peloton et l'ouvre pour trouver ses camarades, Ikaruga et Usagi en train de faire les idiotes, Usagi posant en costume de lapin. Frustré, on lui rappelle qu'il est le chef du peloton le plus sexy mais aussi le plus inutile de toute l'académie. Pendant ce temps, dans le bureau du président, une rousse colérique nommée Uka se fait réprimander pour avoir enfreint les règles des inquisiteurs et pris une vie. Du coup, le président, Sugetsu, lui retire son titre et la renvoie à l'académie pour rejoindre le peloton le plus minable en guise de punition. Quelques instants plus tard, Sugetsu déboule dans le bureau du 35e peloton et les trouve en train de glander comme d'habitude. Il leur rappelle ensuite que leurs performances en tant que peloton sont pires qu'un concert de Katy Perry, mais il annonce qu'il leur a apporté du renfort. Au moment où Uka entre dans la pièce, Usagi la reconnaît comme une ancienne élève d'élite de l'académie et se demande comment elle a fini dans la galère, tandis que Takeru la fixe comme s'il avait vu un fantôme. Quand Usagi demande ce qui ne va pas, Takeru avoue qu'ils étaient autrefois camarades de classe, mais quand il essaie de le rappeler à Uka, elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais vu un visage aussi moche de sa vie. Plus tard dans la soirée, l'équipe part en mission pour essayer de gagner des points pour leur peloton. Ikaruga reste devant les ordinateurs pour expliquer les détails de la mission, tandis qu'Usagi est de garde en tant que tireuse d'élite. Quand Usagi repère les cibles, Takeru et Uka se faufilent dans le bâtiment et se préparent à leur tendre une embuscade. Takeru donne alors le signal à Usagi pour éliminer les gardes, alors elle tire plusieurs coups. Mais quand Takeru et Uka déboulent, les hommes à l'intérieur sont armés parce que l'étourdi d'Usagi tirait sur le mauvais bâtiment. Takeru se retrouve immédiatement acculé, mais les hommes commencent à se moquer du sabre à l'air fragile qu'il transporte là-bas. Mais quand l'un des hommes tire sur lui, Takeru passe en mode divin et tranche la balle en deux. Puis, avec des yeux rouges comme un accro à la méthamphétamine, il promet de massacrer tous les hommes. Mais avant qu'il ne se déchaîne, Ikaruga lui murmure des mots doux à l'oreille pour le calmer. À ce moment-là, les lumières s'éteignent et Uka commence à éliminer les hommes un par un. Mais le dernier lâche déploie un artefact magique instantané qui invoque une armure mecha. Cependant, alors que le type arrose la pièce de balle comme des enfants à naître, Uka frappe ses points faibles et arrête la machine. Takeru est impressionné et court vers elle quand il trébuche et attrape l'une de ses terres promises. Cependant, avant qu'il ne puisse se retirer, Usagi tire enfin dans la bonne pièce, mais la balle ricoche sur Takeru et l'assomme net. Des semaines plus tard, Usagi s'en prend à Uka pour avoir abandonné le groupe pour des missions en solo, mais Uka souligne que leur peloton est une honte parce qu'ils sont tous nuls dans leur boulot. Après qu'elle soit sortie en trombe, Takeru admet qu'Uka n'a pas tort, mais il élabore un plan pour l'aider à s'ouvrir à l'équipe. Des heures plus tard, l'idiot organise une fête de bienvenue surprise pour Uka, mais elle insiste sur le fait que c'est une perte de temps et s'apprête à partir quand Takeru repère une coupure sur son bras et lui demande comment elle s'est fait ça. Cependant, quand elle refuse de lui dire, il la rattrape et insiste. En tant que capitaine, il ne peut laisser un membre blessé partir seul en mission. Sur ce, ils se rendent dans une organisation magique secrète appelée Valhalla et commencent à neutraliser les gardes pour sauver des otages. Là-bas, Uka découvre une scène sanglante où les personnes qu'elle était venue sauver ont déjà été massacrées. Furieuse, Uka insiste pour éliminer toutes les sorcières qu'elle pourra trouver. Mais quand Takeru tente de l'en dissuader, elle révèle qu'une sorcière a tué toute sa famille et qu'elle a juré de se venger en les exterminant. Cependant, avant qu'elle ne puisse tirer, Takeru la pousse et promet de ne pas renoncer à essayer d'être son camarade. Plus tard, au bureau de Sugetsu, celui-ci tente de faire voir à Uka son nouveau peloton différemment, mais elle dit qu'il ne fait que vanter un cirque de clowns. Il souligne ensuite que quelqu'un dans le peloton est candidat pour être un Relic Eater, ce qui redonne espoir à Uka un instant, mais elle dit que c'est impossible. Il explique donc que les Relic Eaters choisissent leur propre partenaire, et juste au moment où il insinue qu'elle n'est pas novice sur le sujet, Uka sort. Sugetsu remarque alors une Relic Eater nommée Lapis dans son bureau, et dit qu'il espère qu'elle conclura bientôt un contrat. Ailleurs, une sorcière nommée Marie rencontre un nécromancien nommé Haunted et quand elle repère des taches de sang partout sur lui, elle lui demande combien de personnes il a éliminées. En réponse, Haunted dit qu'il n'a tué que 50 personnes et l'assure qu'il rend le monde meilleur puisqu'il s'agissait principalement de criminels. En entendant cela, Marie aimerait pouvoir l'achever sur le champ, mais Haunted dit que l'Inquisition est leur ennemi et promet de mettre fin à la haine contre les sorcières.
Pendant ce temps, dans la salle du peloton, Usagi fait étalage de ses piètres talents de tireuse et dit qu'elle a raté ses cibles lors de la dernière mission parce qu'elle était nerveuse. C'est alors qu'Uka arrive et Takeru suggère qu'ils déjeunent tous ensemble. Mais Uka pense qu'il lui donne un ordre et dit qu'elle refuse de l'accepter comme capitaine. Soudain, elle commence à faire la leçon à Takeru sur le fait qu'il ne mérite pas d'être capitaine puisqu'il a rejoint l'Inquisition pour l'argent. Cependant, Ikaruga l'interrompt, soulignant qu'elle a été amenée à l'académie parce qu'elle a été déchue de son rang d'inquisiteur car elle exécute les criminels à sa guise. En entendant cela, Uka s'énerve et quitte la pièce. Sur un toit de la ville, Haunted commente à quel point le monde est devenu paisible et invoque soudainement un monstre pour mettre fin à l'ère de la paix. Il ordonne ensuite à sa bête invoquée de se rendre à l'académie anti-magie pour secourir les sorcières emprisonnées. Au même moment, Uka se rend sur les tombes de sa famille et est surprise de voir Takeru arriver. Quand Takeru l'interroge sur les tombes, Uka explique que ses parents et sa petite sœur y sont enterrés. Takeru demande ensuite à Uka comment ils sont morts, lui rappelant la mort horrible de sa famille. Alors, après lui avoir raconté, elle révèle que sa vie est consacrée à la chasse aux sorcières. Lorsqu'elle ajoute que c'est pour cela qu'elle exécute les criminels, Takeru lui dit qu'elle a tort. Uka demande alors en quoi elle a tort, et alors qu'elle explique avoir abandonné son humanité pour vaincre ses ennemis, ils entendent soudain une forte détonation venant de la ville. Pendant ce temps, Uka se précipite en ville et la trouve infestée de ghouls, elle en déduit donc que c'est l'œuvre d'un nécromancien. Elle tombe ensuite sur des soldats qui les tiennent à distance et leur demande ce qui se passe. En réponse, l'un d'eux révèle qu'il a appris par des hommes sur place qu'un Einherjar est apparu. Quelque part à proximité, Takeru abat une ghoul et se demande pourquoi Uka est partie seule. Alors qu'il court pour la retrouver, il tombe sur la piste. À ce moment, Ikaruga lui transmet un message de Sugetsu annonçant que l'Einherjar est un héros invoqué des temps anciens et qu'il se dirige vers la zone restreinte de l'académie. Comme l'académie n'a pas les effectifs pour se battre, Sugetsu appelle les étudiants à prêter leurs forces. Après cela, Ikaruga dit qu'ils peuvent soit se battre, soit fuir et demande à Takeru de décider. En réponse, Takeru dit qu'Uka est en route pour l'académie avec un compte personnel à régler contre les sorcières. Il décide donc que le meilleur moyen de l'arrêter est de chasser l'Einherjar. Pendant ce temps, Uka repère le monstre détruisant des bâtiments et tire des coups de feu sur lui. Cependant, l'Einherjar riposte avec une attaque qui lui fait perdre l'équilibre et lui coupe la cuisse. Malgré cela, Uka continue de tirer davantage et d'esquiver les attaques de l'Einherjar. Malheureusement, le monstre l'attrape en sautant partout et la projette dans une fontaine. Déterminée à rester en vie, elle se relève et invoque à contre-cœur un Gun Relic Eater nommé Vlad. Après avoir demandé à Vlad de soigner ses blessures, elle tire sur le monstre mais il se guérit, alors Vlad dit à Uka que le monstre ne peut être vaincu que si son fourreau est détruit d'abord. Uka combine donc ses armes pour utiliser une magie emblématique et permet à Vlad de puiser dans son sang. En réponse, Vlad dit qu'elle souhaite donner plus de sang au lieu de conclure un contrat qui active le sort. Soudain, le monstre est transpercé de pointes, mais elles disparaissent avec les armes et Vlad informe Uka de s'abonner au Premium pour en avoir plus car son essai gratuit est terminé. Juste à ce moment, l'Einherjar lui porte un coup. Alors que le monstre tente de l'achever, Takeru intervient et l'attaque tout en ignorant les avertissements d'Uka. Takeru fonce alors vers le monstre, esquivant ses attaques tout en portant un coup et réalise à quel point le corps du monstre est dur. Malgré cela, il attaque à nouveau et demande à Ikaruga si elle a compris quelque chose. En réponse, Ikaruga révèle que le monstre utilise un objet magique appelé Excalibur et un canon électrique qui refroidit entre les tirs. Dès que le monstre tire sur Takeru, il esquive et attaque rapidement avec son épée, tandis qu'Usagi tire quelques coups sur le monstre. Soudain, l'Einherjar active une magie emblématique et lâche des bêtes sur Takeru. Peu après, Takeru regrette ses actes alors qu'il se vide de son sang, et de nulle part, Lapis apparaît. À ce moment, Takeru se retrouve dans un endroit étrange où Lapis lui demande s'il peut abandonner son humanité pour vaincre l'ennemi. Cela lui rappelle Uka, alors il dit qu'il le peut et Lapis conclut un contrat avec lui. Soudain, le corps de Takeru s'équipe pour la chasse aux sorcières, et alors qu'il se demande ce qui vient de se passer, Lapis explique qu'elle est un Relic Eater, réservé aux inquisiteurs, et qu'il est son hôte. Après cela, elle l'informe que l'ennemi approche, alors l'Einherjar tire sur Takeru, mais il tranche l'attaque et attaque soudainement le monstre. Surpris, ses coéquipiers lui demandent si c'est lui, mais il dit qu'il leur expliquera plus tard. Alors qu'Uka réalise qu'il est celui dont Sugetsu a parlé, Takeru commence à croiser le fer avec l'Einherjar. Après cela, l'Einherjar lance une magie emblématique, mais Takeru suit les instructions de Lapis et lance sa propre magie en pressant une détente sur son arme.
Quand l'attaque de Leinherjar le frappe, l'épée de Takeru absorbe la magie, il attaque donc le monstre avec la magie absorbée et le bat. Ensuite, Takeru s'assoit avec Uka et propose de porter le fardeau de sa vengeance avec elle. Quand il lui dit de compter sur lui, elle tente de parler, mais il lui rappelle qu'ils sont camarades, alors elle accepte. Plus tard, à l'académie anti-magie, Kurogane rapporte à Sugetsu qu'une sorcière capturée ne peut être interrogée car sa mémoire a été effacée. Quand Kurogane précise qu'elle s'appelle Marie et qu'elle est recherchée, Sugetsu demande si ses amis ne tenteront pas de la libérer et Kurogane dit que c'est possible. À ce moment, ils arrivent à la salle de détention et en ouvrant la porte, Sugetsu lui souhaite la bienvenue à l'académie. Plus tard, lors d'une réunion avec le peloton des ratés, Sugetsu dit qu'il a une mission spéciale pour eux car ils ont vaincu les Einherjar. Après cela, il appelle Marie, qui sort alors qu'il la présente au peloton et explique que l'académie teste l'intégration de sorcières à l'Inquisition. En entendant cela, Uka s'énerve, tandis que Sugetsu explique que leur mission est de la garder et de taire son identité pendant un temps. En quittant le bureau, Marie dit qu'elle n'a pas besoin de garde et demande qu'on la laisse seule puisqu'elle porte un collier traçable. Cependant, Takeru précise que le collier est piégé pour exploser si elle utilise la magie. Quand il demande quoi faire d'elle, Usagi suggère de la laisser se suicider en kamikaze. Et quand Ikaruga est d'accord, Uka leur rappelle soudain que leur mission est de la protéger et dit à Marie de ne pas bouger sans prévenir. Marie demande alors si elle a besoin de leur permission pour bouger et peu après, le ton monte entre les deux femmes, mais Takeru intervient. Cela crée une tension entre les deux femmes qui commencent alors à rivaliser sur tout. Le lendemain en classe, le professeur interroge Uka, mais comme elle ne peut pas répondre, Marie le fait, ce qui rend Uka furieuse. Pendant la pause déjeuner, Marie dit à Uka qu'elle a de la guimauve à la place du cerveau. Immédiatement, Uka réplique en disant qu'elle est nulle en athlétisme. Soudain, le ton monte encore, et alors qu'elle se dispute de près, Takeru tente d'intervenir à nouveau, mais se fait assommer. Plus tard, alors qu'il soigne sa joue enflée, Marie lui offre une boisson fraîche, mais quand il se fait des idées, elle dit que c'est pour sa joue gonflée. Il la remercie donc et s'excuse au nom d'Uka, essayant de la faire passer pour un ange. Cependant, Marie le traite d'idiot et lui rappelle qu'elle ne fait que réagir comme tout inquisiteur face à une sorcière. Faisant abstraction de tout cela, Takeru déclare qu'être une sorcière ne fait pas d'elle son ennemie et ajoute qu'elle fait désormais partie des leurs. Marie lui dit alors de ne pas être trop confiant car elle pourrait l'étrangler dans son sommeil. Après cela, elle souligne que Takeru a dû rejoindre l'Inquisition car il déteste les sorcières, mais Takeru dément et demande pourquoi elle a rejoint aussi. En réponse, Marie dit qu'elle veut montrer à tous que la magie n'est pas dangereuse et peut servir à aider les gens. En entendant cela, Takeru loue ses bonnes intentions, mais Marie le trouve bizarre et demande s'il ne déteste pas les sorcières et la magie. Takeru révèle alors que non, puisqu'elle vient de prouver que toutes les sorcières ne sont pas mauvaises. Alors qu'il s'éloigne, Marie demande son nom, et tandis qu'il se présente, Marie a soudain un flashback de ses souvenirs perdus. Avant son arrestation, Marie a réprimandé Haunted pour avoir fait du mal à des innocents. Alors qu'il se moquait d'elle pour cela, des inquisiteurs sont arrivés et il les a exécutés avec un sort. Alors qu'elle pleurait, d'autres inquisiteurs sont venus les arrêter, mais Haunted avait disparu, laissant un sort d'amnésie instantanée qui a effacé ses souvenirs. Ailleurs, Haunted discute avec son objet magique, Nart, qui lui dit qu'il aurait pu exécuter Marie au lieu de lui griller le cerveau, mais Haunted dit que c'est impossible car elle possède une moule d'or. Il dit ensuite qu'il ne pensait pas que les inquisiteurs l'attraperaient et ajoute qu'il ne peut pas la laisser avec eux. Plus tard, dans la salle du peloton, Uka et Marie continuent de se sauter à la gorge, alors Takeru intervient mais s'attire les foudres d'Uka en appelant Marie par son prénom. Soudain, Usagi les fait taire car ils ont d'autres chats à fouetter et leur montre une feuille avec le tableau des matchs du tournoi de simulation de l'académie. Plus tard, quand Takeru vérifie les matchs sur un tableau d'affichage, un gars nommé Kyuya arrive et lui fait remarquer qu'il a l'air abattu, comme on peut s'y attendre de la part d'un loser. Lorsqu'il demande si le peloton de Takeru participe vraiment au tournoi, Takeru le confirme. Alors Kyuya dit qu'ils ont du cran et lui demande s'ils réalisent que leurs pelotons vont s'affronter pendant le tournoi. Avant qu'il ne réponde, Kyuya souligne que le peloton de Takeru ne fera pas long feu dans le tournoi et s'en va. En sortant, Takeru tombe sur Marie qui attend dehors et lui demande pourquoi elle n'est pas encore rentrée chez elle. En réponse, Marie dit qu'elle l'attendait puisqu'elle va loger chez lui. Soudain, Uka lui attrape la tête et dit qu'elle ne peut pas la laisser seule avec Takeru car elle pourrait le séduire. Quand Marie dit qu'elle n'a aucun charme, Uka insiste sur le fait que Takeru pourrait craquer pour ses atouts puisque c'est un homme de goût. En arrivant au manoir hanté de Takeru, Uka demande pourquoi la maison ressemble à un décor de film d'horreur, mais Takeru balaie ses inquiétudes et leur donne la clé en leur disant de s'installer confortablement car il a du travail.
Plus tard, quand Takeru rentre chez lui, il trouve Mari en train de se sécher après un bain, et alors qu'elle lui dit de sortir, son cerveau se bloque. Soudain, Uka déboule toute nue et leur saute dessus alors que Takeru essaie de clamer son innocence avec une tête pleine de sous-entendus. Plus tard, cette nuit-là, avant de dormir, Takeru demande à Mari ce qu'elle pense de l'académie, mais quand elle dit qu'elle n'a pas encore d'avis, Takeru l'assure qu'elle finira par s'entendre avec le peloton. Cependant, Mari explique que quelque chose lui dit qu'elle n'est pas un ange, contrairement à ce qu'il pense. Le lendemain, lors du tournoi, Takeru esquive les tirs et demande à Usagi de neutraliser ses attaquants, mais elle se met à pleurer, le forçant à appeler Uka à l'aide qui se trouve malheureusement trop loin pour agir. Quand Takeru appelle Mari, elle répond qu'elle ne participera pas au combat. Pendant ce temps, les adversaires commencent à taquiner Takeru pour qu'il utilise son épée. À ce moment-là, Takeru propose de servir d'appât et dit à Uka de s'occuper des deux ennemis près du Saji. Juste au moment où Takeru sort pour distraire les ennemis, Mari décide d'aider et sort de sa cachette. Immédiatement, le tireur d'élite ennemi l'abat à la place, et pendant qu'Uka élimine l'avant-garde, Usagi descend le tireur. Après le match, Takeru suggère de fêter ça, mais Uka leur dit d'y aller sans elle car elle doit faire son rapport au président. Quelques instants plus tard, en arrivant à son bureau, elle trouve un rapport sur Mari et découvre qu'elle est en fait une sorcière orale ayant perdu la mémoire. Pour ne rien arranger, elle était impliquée avec Valhalla et était coupable de meurtre. Un peu plus tard, alors qu'il regarde des robots lutter, Ikaruga commence à jacasser sur le fait que les robots la font mouiller bien mieux qu'un vrai homme. À ce moment, Uka les rejoint et s'excuse de son retard, mais Mari fait un commentaire grossier qui l'agace, alors elle demande à parler à Takeru en privé. Lorsqu'elle lui raconte tout ce qu'elle a découvert, Takeru refuse de le croire. Pendant ce temps, au poste de contrôle, Kurogane vérifie les caméras pour tout élément suspect et Sugetsu arrive pour demander comment ça se passe. Kurogane révèle alors qu'Uka a dû découvrir la vérité sur Mari puisqu'elle fouinait sur la scène du crime. Imperturbable, Sugetsu dit que cela n'a pas d'importance, car cela ne changera pas la vie de Takeru même s'il l'apprend. Il demande ensuite si Valhalla va se manifester, mais Kurogane dit qu'il n'en est pas sûr. Pendant ce temps, lors d'un tournoi, Mari se demande pourquoi elle est coincée entre Takeru et Uka. Takeru l'assure alors qu'elle sera protégée, mais Uka se demande pourquoi ils doivent protéger une criminelle. Alors que le peloton ennemi les provoque, l'un d'eux, nommé Yoshimizu, commence soudainement à agir bizarrement, et des tentacules jaillissent de son ventre, éliminant ses camarades. Voyant cela, Takeru se précipite et tranche certains des tentacules. C'est alors qu'un énorme pétale émerge de Yoshimizu et éclot, révélant Haunted qui se présente comme le commandant de Valhalla. Après cela, il annonce qu'il est là pour sauver Mari, ce qui l'amène à se demander comment il connaît son nom. En voyant son visage effrayé, Haunted dit que ça lui donne envie de se faire plaisir, mais il est interrompu par des balles venant de partout. Rapidement, Haunted crée une barrière impénétrable et annonce que ceux qui y sont piégés ne peuvent s'échapper. Takeru dit à Mari de se cacher pendant qu'il s'en occupe. Haunted demande alors à Mari si elle le trompe avec Takeru et la supplie en plaisantant de l'aimer comme il l'aime. En ayant assez, Takeru lui dit de se taire, alors Haunted demande pour qui il se prend. Alors que la tension monte, Takeru active son dévoreur de reliques et demande des infos à Lapis. Lapis révèle alors qu'il est un nécromancien de Valhalla de niveau S. C'est alors que Haunted comprend que Takeru est celui qui a vaincu Lainerjar, alors il fait semblant d'avoir peur. Lorsqu'il demande pardon à Takeru, celui-ci répond qu'il ne pardonne pas facilement et l'attaque soudainement. Cependant, Haunted sourit sournoisement et le transperce avec son arme avant de revêtir son équipement de combat. Ailleurs dans la barrière, Uka et Ikaruga réveillent Usagi. Elle demande ce qui se passe, et Uka dit qu'elle expliquera plus tard. Elle contacte ensuite Sugetsu et menace de l'inculper pour l'arrestation illégale de Mari. Quand Sugetsu demande pourquoi, elle explique qu'elle a vérifié la scène du crime et découvert que la magie ayant éliminé les inquisiteurs n'est pas celle de Mari. En entendant cela, Sugetsu propose de conclure un accord et lui demande ce qu'elle veut. Pendant ce temps, Haunted dit à Takeru qu'il balance comme un pendule défectueux. Quand Takeru entend Haunted parler à Nacht, il se demande s'il utilise aussi un dévoreur de reliques, mais Lapis explique qu'il a utilisé un objet magique perdu. Elle explique ensuite qu'il s'agit d'une épée de destruction qu'un héros scandinave utilisait autrefois. Alors que Takeru a du mal à accepter sa défaite à l'épée, Haunted appelle Mari et lui explique qu'en tant que sorcière, elle doit être avec les siens. Mais comme elle dit ne pas le reconnaître, il décide d'annuler le sort qui lui a fait perdre la mémoire, lui rappelant qu'elle vivait autrefois dans un orphelinat et qu'elle a accepté de travailler pour Haunted après que Valhalla a pris les orphelins en otage. Alors que les larmes coulent, elle comprend pourquoi elle se sentait si mal, et elle s'excuse auprès de Takeru.
Pendant ce temps, Haunted propose de lui montrer les orphelins si elle part avec lui. Mari s'illumine, mais Takeru révèle qu'il ment, car Uka a découvert lors de son enquête que les orphelins sont tous morts. Quand Mari dit avoir parlé aux enfants au téléphone, Haunted invoque leurs fantômes pour prouver qu'il ne mentait pas et ajoute qu'il les a tués. Mari hurle alors que Haunted s'excite, disant qu'il aimerait entendre de tels sons dans la chambre. Alors que Mari s'en veut, Takeru lui dit de vouer sa vie à sauver les autres par la magie pour expier ses péchés et propose de l'aider si c'est trop dur. Face à Haunted, Takeru lui demande ses dernières volontés, mais le sorcier rit, disant qu'il se moque des paroles de Takeru. Soudain, il fonce vers Takeru et l'attaque avec son épée. En représailles, Takeru fonce sur Haunted, mais se fait toucher avant même de l'approcher. Lapis active alors un filtre d'analyse qui permet à Takeru de voir que les attaques de Haunted persistent longtemps après le coup. Il demande ensuite à Lapis si elle peut changer la forme de son épée, ce qu'elle confirme. Il attaque à nouveau Haunted, mais ordonne vite à Lapis de raccourcir son épée. Il poignarde aussitôt Haunted, qui le trouve alors très malin. Takeru change son épée pour une plus grande et enchaîne les coups, mais Haunted le distrait en lui jetant le corps de Yoshimizu. Alors qu'il assomme Takeru, Mari se souvient d'un sort appris pour protéger ceux qu'elle aime. Mais avec son collier anti-magie, elle se dit que ce sera son dernier acte. Elle lance alors le sort, mais Haunted parvient à esquiver l'attaque. À la surprise générale, le collier n'explose pas et Uka lui explique qu'elle a réussi à faire chanter Sugetsu pour qu'il le désactive. Elle rappelle ensuite à Mari que la magie peut sauver des vies et lui dit de le prouver. Soudain, Mari lance un autre sort sur Haunted, mais il l'esquive et lui dit qu'elle a raté sa cible. Sans qu'il le sache, le sort visait Takeru pour le ranimer. Voyant Takeru debout, il active sa magie fétiche pour l'achever une bonne fois pour toutes. Rapidement, Takeru fait de même, et lors de l'affrontement, Lapis explique que sa spécialité est d'absorber la magie. Alors Takeru touche Haunted avec son épée et son armure disparaît aussitôt. Surpris, Haunted demande son nom. Takeru lui répond et Haunted comprend qu'il vient d'un clan de chasseurs de démons avant de s'enfuir. Après cela, Takeru s'effondre et la barrière disparaît. Mari accourt alors pour le remercier. Plus tard, chez Usagi, sa mère la réprimande pour ses mauvaises notes et décide de la marier, pensant qu'elle sera plus utile au lit. Elle annonce que c'est son dernier mois à l'école. Usagi supplie sa mère, mais celle-ci la rejette et dit ne pas être sa mère. Plus tard à l'école, Reima, le président des élèves, annonce le retour d'un ancien festival de chasse aux sorcières. Et quand Takeru demande qui est cet élève, Ikaruga lui révèle que c'est un nouveau venu. Reima révèle ensuite qu'une monnaie spéciale sera utilisée lors du festival, échangeable contre des points ou de l'argent. Alors que les autres élèves s'émerveillent, Usagi n'est pas impressionné, Mari demande pourquoi, car leur peloton a besoin de points. Uka dit alors qu'il devrait se concentrer sur la mission réelle du peloton plutôt que sur les jeux et le plaisir. Elle se tourne ensuite vers Takeru pour lui demander s'il est d'accord, mais il le voit arborer un sourire sournois. Peu après, dans la salle du peloton, Takeru annonce avec enthousiasme qu'il les inscrit au festival pour des raisons personnelles, ce qui intrigue les filles. Cependant, Ikaruga souligne que Takeru n'est motivé que par l'argent. Pendant que Takeru réfléchit seul, Ikaruga explique qu'il a hérité des dettes de ses parents et qu'il compte en rembourser une partie avec sa part du festival. Lorsqu'elle ajoute qu'il s'occupe aussi d'une petite sœur, les filles comprennent pourquoi il agit enfin comme un vrai capitaine. Pendant ce temps, Usagi arrive devant la salle du peloton et surprend ses camarades en train de planifier le festival et de parler d'elle. Elle entre alors brusquement et demande pourquoi ils discutèrent du festival de chasse aux sorcières en son absence. Mais un certain Ishida entre, les interrompt et se présente comme le capitaine d'un peloton d'essai. Il suggère ensuite de former une alliance pour le festival de chasse aux sorcières car ils sont les moins nombreux et Takeru accepte. Plus tard, Usagi se demande pourquoi ils doivent rejoindre un autre peloton alors qu'elle espérait profiter de sa dernière bataille avec son équipe. Soudain, elle bouscule Reima et s'excuse. Dès qu'elle réalise que c'est lui, Reima dit qu'il était inquiet d'apprendre qu'elle avait rejoint l'école et lui assure qu'elle n'a plus besoin d'être là. Pendant ce temps, Usagi fait une crise de panique et tombe à genoux, mais Reima reste là, fière, disant qu'elle lui appartient pour toujours. Par coïncidence, Takeru passe par là et les voit, alors il se précipite pour l'aider. Reima devine alors qu'il doit être son chef de peloton et se présente comme l'ami d'enfance d'Usagi. Avant de partir, Reima déclare qu'Usagi est sa propriété et lui dit de prendre soin d'elle. Takeru essaye alors d'aider Usagi à se détendre et lui tapote la tête. Ailleurs, Uka croise Shizuka, la secrétaire du conseil des élèves, qui lui dit que la présidente aimerait la voir. Peu après, elles empruntent une porte secrète pour rencontrer Nagaru, la présidente, qui accueille Uka et présente ses excuses à Shizuka pour l'avoir contrainte à agir discrètement.
En réponse, Shizuka dit qu'elle a toujours voulu être une espionne. Après cela, Nagaru demande à Shizuka si elle connaît une sorcière nommée Mephisto, mais elle dit n'en avoir entendu que le nom. Nagaru explique ensuite que c'est une légende urbaine, une sorcière qui dévore les esprits humains, et demande à Uka ce qu'elle ferait si elle existait. Uka répond qu'il est stupide de croire aux contes de fées. Nagaru dit que ce n'en est pas un et révèle que Mephisto a agressé ses subordonnés, les laissant possédés, fous ou morts. Ailleurs, Takeru et les autres observent Usagi endormi, mais lorsqu'ils doivent partir, elle attrape la chemise de Takeru, ce qui le pousse à rester à ses côtés. Mari menace alors de s'en prendre à ses parties intimes, s'il fait quoi que ce soit de mal à Usagi. Plus tard dans la nuit, quand Usagi se réveille, elle demande ce qui s'est passé, et Takeru lui révèle qu'elle s'est évanouie dans le couloir. Elle s'excuse de l'avoir fait veiller si tard, mais Takeru lui rappelle sa promesse de rester avec elle et propose de la raccompagner. C'est alors qu'Usagi réalise qu'il lui tient la main et elle panique. Mais Takeru dit que ce n'est rien et suggère qu'il s'en aille. Pendant ce temps, dans la salle secrète, Nagaru demande à Uka ce qu'elle pense de Reima, mais comme elle ne voit pas où il veut en venir, Nagaru note qu'il a été transféré récemment et organise déjà des festivals en tant que président du comité exécutif. De plus, Nagaru dit que l'école n'a pas été attaquée depuis son arrivée et demande si cela ne lui semble pas étrange. Au même moment, alors que Takeru raccompagne Usagi à son dortoir, il lui demande s'il s'est passé quelque chose entre elle et Reima. En réponse, Usagi dit que ça ne vaut pas la peine d'en parler, alors Takeru remarque qu'elle n'est pas elle-même. Il propose alors de l'aider par tous les moyens si elle sollicite son aide. Usagi demande alors s'il peut l'épouser et alors que Takeru s'en étonne, elle explique que Reima est son fiancé et qu'elle doit l'épouser pour assurer leur avenir. Peu après, elle informe Takeru qu'elle quittera l'académie dans un mois. Choquée d'apprendre cela, Takeru la rattrape et lui propose de venir dormir chez lui. Ensuite, alors qu'elle se douche chez Takeru, elle se demande s'il compte lui faire plein de bébés pour gâcher ses fiançailles. Soudain, elle commence à s'imaginer en robe de mariée aux côtés de Takeru. Après avoir lutté avec ses pensées, elle se résigne au destin et espère que Takeru sera impressionné par ses atouts. Quelques instants plus tard, elle sort de la douche en serviette, faisant paniquer Takeru qui lui demande ce qu'elle fabrique. Usagi dit alors qu'elle n'a pas prévu de rechange, alors il lui propose d'utiliser une de ses chemises. Cependant, Usagi dit que c'est inutile puisqu'ils finiront tous les deux sans vêtements de toute façon. Soudain, elle s'approche de lui, mais trébuche et tombe dans ses bras alors que sa serviette glisse. Elle dit alors que c'est sa première fois, et alors qu'elle tente de l'embrasser, les autres filles font irruption et se figent. Après avoir donné à Takeru la raclée de sa vie, Takeru leur parle du mariage forcé d'Usagi avec Reima, et alors qu'Uka se demande pourquoi son nom revient sans cesse, Ikaruga suggère qu'elle épouse Takeru. Usagi demande alors pourquoi elles sont toutes là, et Takeru dit qu'il les a invitées pour une réunion stratégique afin de l'aider. Quand Usagi s'en étonne, Takeru dit qu'il suffit d'améliorer ses notes à un niveau suffisant pour convaincre ses parents de la laisser rester. Usagi dit alors qu'elle ne peut pas les laisser travailler si dur pour elle alors qu'elle n'a rien à donner en retour. Mais Ikaruga et les autres filles l'assurent qu'elles la soutiennent. Soudain, Usagi fond en larmes et s'en veut d'être toujours la demoiselle en détresse. Cependant, Takeru lui rappelle combien de fois elle les a sauvés au combat et affirme qu'ils seraient morts sans elle. Il décide donc d'élaborer un plan pour le festival. Ensuite, Uka repense à sa discussion avec Nagaru et aperçoit soudain une autre étudiante peignant le sol. Elle lui demande ce qu'elle fait et la fille répond que Reima a suggéré de décorer le campus pour le festival. Ailleurs, Reima croise Takeru et dit qu'il va enfin se marier avec sa propriété. Irrité, Takeru répond qu'Usagi n'appartient à personne. Alors, Reima demande à Takeru ce qu'il est pour Usagi et il répond qu'il est son camarade. Reima trouve ça drôle et demande comment quelqu'un qui a tué son frère peut avoir un camarade de confiance. Agacé, Takeru l'attrape par le col et lui dit d'arrêter ses bêtises. Mais Reima dit qu'il ne ment pas et promet de rendre Usagi heureuse. Takeru affirme que son peloton fera tout pour l'empêcher de la voir, tandis que Reima réplique qu'elle finira par être à lui avant de s'en aller, furieux. Tout près de là, Uka demande à Vlad une vue aérienne du campus et quand il s'exécute, elle remarque que les peintures sur tout le campus forment un motif. Vlad explique alors que c'est un cercle magique de contrôle mental, lui faisant réaliser qu'ils sont tous en danger. Pendant ce temps, Usagi croise Reima qui menace de la punir pour ne pas avoir dormi dans son dortoir la nuit précédente. Lorsqu'il lui demande si elle veut encore être brisée, Usagi répond qu'elle ne lui obéira plus jamais. Il lui saisit alors les oreilles de lapin et lui dit qu'elle n'échappera jamais à son emprise. Il lui rappelle ensuite ce qu'elle a fait à son défunt frère. Usagi s'effondre et panique à nouveau, tandis que Reima sourit, se demandant ce que Takeru va faire.
Dans la planque de Nagaru, Shizuka révèle que Reima est bien Mephisto et propose d'aller le capturer. Mais Nagaru s'excuse de l'avoir obligé à agir en secret pour elle. En réponse, Shizuka dit qu'elle donnerait sa vie si elle le lui demandait. En entendant cela, Nagaru s'excuse auprès de Shizuka de ne pas avoir pu la sauver et révèle que Shizuka aurait donné une réponse secrète disant qu'elle a toujours voulu être une espionne. Elle braque alors l'intruse qui sort aussi son arme et des coups de feu retentissent dans la pièce. Au même moment, Takeru arrive à la salle du peloton à la recherche d'Usagi. Mais Mari lui dit qu'elle est partie faire des courses. Quand elle demande si quelque chose ne va pas, Takeru se précipite à la recherche d'Usagi. Alors Mari se met aussi à courir après lui. Peu après, Shizuka rejoint Uka et elles font irruption dans le bureau de Reima pour l'arrêter. Mais Reima demande pourquoi et affirme qu'il n'a encore rien fait de mal. Uka dit alors qu'elle connaisse sa véritable identité et l'appelle Mephisto. Soudain, Shizuka parle avec une voix différente qui surprend Uka. Elle pointe alors son arme sur elle pendant qu'elle se présente comme étant Mephisto. De plus, Mephisto révèle comment Shizuka a failli se suicider pour éviter d'être possédée et affirme qu'elle et Nagaru doivent être heureuses au paradis. Soudain, Reima lui pose une carte magique permettant à Mephisto de s'emparer d'elle et de la posséder. Pendant ce temps, Mari sent son collier anti-magie se désactiver et se demande ce qui se passe. À ce moment-là, Takeru reçoit un appel de Nagaru qui se présente alors. Elle a été sauvée par un gilet pare-balles, alors elle lui dit qu'Uka est en danger. Au même moment, au bureau de Reima, Mephisto peine à maintenir sa possession, mais quand Reima la félicite, Mephisto dit qu'elle semble avoir une double personnalité. Ensuite, elle dit que l'âme d'Uka existe toujours, alors elle décide d'activer sa magie plus tôt. Cependant, Reima s'emporte et explique qu'il a changé d'école uniquement parce qu'elle lui avait promis de lui offrir l'académie et l'inquisition. Soudain, elle le soulève par le col et dit qu'il n'est en vie que parce qu'il peut lui être utile. Après lui avoir montré qui commande, elle le lâche et l'assure qu'une fois fini, l'académie sera à lui. Elle s'excite ensuite à l'idée de récupérer son corps et de se venger. Pendant ce temps, Nagaru explique à Takeru que le corps de Mephisto est enfermé par l'académie et qu'elle compte le reprendre en lavant le cerveau des élèves. Takeru lui reproche alors d'avoir impliqué Uka et invoque Lapis pour localiser Uka et Usagi. À ce moment, Lapis révèle qu'elle ne trouve pas Uka, mais qu'Usagi est dans l'église. À l'église, Usagi s'éveille et trouve Reima essayant de s'imposer en prétendant que c'est leur nuit de noces. Elle résiste, mais il la gifle et la fait se sentir inutile, alors elle se laisse faire. Mais en voyant une photo de ses camarades, elle se rappelle qu'elle a une famille, mort Reima et le repousse. Soudain, il saisit une épée et prend sa forme de combat. Mais alors qu'il approche d'Usagi, Takeru fait irruption et lui assène un coup. Ravi, Usagi court l'embrasser, alors il lui dit d'aider Mari et Ikaruga pendant qu'il s'occupe de Reima. Alors qu'elle s'enfuit, Reima tente de la suivre, mais Takeru l'arrête et se prépare au combat. Ensuite, Usagi retrouve Ikaruga au vestiaire, où on lui remet un fusil et 2 balles spéciales. Ikaruga lui dit d'éviter les points vitaux car Uka a encore besoin de son corps. Sur un toit voisin, alors que Mari tente de détruire la magie de Mephisto, celle-ci arrive en prétendant être Uka et feint de s'inquiéter. Cela amuse Mari, qui lui dit d'arrêter ses bêtises, car Uka ne s'inquiéterait jamais pour elle. Soudain, Usagi arrive et entraîne Mephisto hors du toit dans leur chute. Au moment où Usagi la vise, Mephisto lui colle une carte de sort et s'enfuit. Soudain, tous les garçons de l'école s'approchent d'Usagi comme des zombies. À l'église, Takeru bat Reima et désactive son armure, puis menace de l'exécuter, faisant que l'idiot se pisse dessus. De retour sur le toit, une balle touche Mari, mais elle continue de tenter de désactiver la magie tout en saignant. Alors qu'elle va tirer à nouveau, Takeru surgit et exige que Mephisto lui rende Uka. Soudain, Mephisto invoque le dévoreur de reliques d'Uka et tire sur Takeru, désactivant le sien. Pendant que Takeru s'en étonne, Mephisto tire à nouveau, ce qui le fait tomber. Malgré cela, Takeru l'attaque à l'épée, et Mephisto sent Usagi approcher, alors elle dit avoir une idée. Quand Usagi arrive, Mephisto prétend être Uka et affirme que Takeru est possédé. Cela trouble Usagi, mais quand Takeru dit qu'il lui fait confiance, car les balles ne les tueront pas, elle hésite. Soudain, Mephisto agit bizarrement, car Uka tente de l'expulser de son corps. Uka demande alors à Usagi de lui tirer dessus, et quand elle le fait, Mephisto sort du corps d'Uka. Voyant cela, Usagi charge l'autre balle et tire sur son âme flottante avec. Ensuite, ils paniquent tous en se demandant comment ranimer Uka, mais Ikaruga arrive et, après l'avoir examinée, déclare qu'elle ira bien. Quelques jours plus tard, Ikaruga rencontre Sugetsu dans son bureau et il lui montre la photo d'un cristal prise par un espion infiltré chez Alchemist Corporation.
De plus, il dit que le cristal contient un elfe noir et que la corporation essaie de fabriquer des armes avec. Mais Ikaruga rend le dossier et dit que personne n'a réussi à cloner une créature légendaire. Après cela, Sugetsu souligne que puisqu'elle est une Suginami, elle a autrefois travaillé avec la corporation en tant que chercheuse de génie qu'ils ont créée et lui demande si elle a quelque chose à lui dire. Cependant, elle sort en disant qu'elle lui a dit tout ce qu'elle savait. Après son départ, Kurogane suggère de l'arrêter et de l'interroger pour connaître l'emplacement de la Lost Matrix, mais Sugetsu suggère de la surveiller à la place. En sortant, Ikaruga réalise combien de temps a passé et contacte quelqu'un. Plus tard, les sections vérifient leurs résultats et comme elles sont arrivées dernières comme d'habitude, elles se sentent toutes mal. Ensuite, dans la salle de la section, alors qu'ils discutent de la manière d'obtenir des missions pour améliorer les points de leur section, Takeru tend une tasse de thé à Ikaruga et lui demande pourquoi elle ne participe pas à la discussion. En réponse, Ikaruga dit qu'elle n'est pas d'humeur. En buvant, ils discutent du fait qu'ils n'ont pas réussi à progresser au fil des ans. Quand Takeru dit que c'est comme ça depuis qu'ils ne sont que tous les deux, Ikaruga dit qu'il donne l'impression qu'ils sont en couple. Peu après, Ikaruga annonce qu'elle quitte l'école pour un moment et quand les filles demandent pourquoi, elle dit qu'elle leur dira seulement si elles peuvent supporter la vérité. Quand Takeru dit qu'il en a assez entendu, Ikaruga se dirige vers la porte et leur dit au revoir. Surpris par cela, Takeru se souvient de la première fois qu'ils se sont rencontrés. Il avait été battu lors d'un combat, alors Ikaruga lui a demandé pourquoi il n'avait pas dégainé son épée et il a répondu que sa fierté ne lui permettait pas d'utiliser son épée contre un adversaire non armé. Le voyant dans la lune, Uka lui demande ce qu'il a et il souligne qu'Ikaruga a dit au revoir pour la première fois depuis qu'il la connaît. En entendant cela, Usagi ajoute qu'Ikaruga a agi bizarrement toute la journée. Ailleurs, Haunted discute avec Isuka, qui ressemble à Ikaruga, de son absence d'émotion et lui dit que cela lui donne l'image d'une relation discrète et ignorée. En réponse, Izuka lui demande s'il aimerait nager dans son pot de miel, mais il dit qu'il est devenu tout mou là-bas. Il demande ensuite si tous les Suginami sont comme elle, et elle répond en disant que la recherche est la seule chose qui les intéresse. Après cela, Haunted demande pourquoi elle a trahi Alchemist pour rejoindre Valhalla. En réponse, Izuka dit que, contrairement à Alchemist, elle est autorisée à créer ce qu'il lui demande. Quand il dit qu'elle a dû lui demander d'éliminer tous les scientifiques d'Alchemist pour une raison pratique plutôt que par rancune, Izuka le confirme. Soudain, elle ressent une vive douleur à la tête, et quand Haunted lui demande si elle va bien, Izuka révèle que sa sœur vient de lui envoyer des informations sur l'emplacement de la Lost Matrix. Pendant ce temps, les membres de la section d'Ikaruga l'ont perdu de vue en la suivant, et lorsqu'il court vers l'endroit, il réalise qu'elle a dû descendre sous terre. Usagi souligne alors que le chemin souterrain est comme un labyrinthe, et quand Takeru suggère de la poursuivre, Mari dit qu'elle a mémorisé les cartes mais ne peut pas dire où se trouve Ikaruga. Soudain, Lapis apparaît et demande à Takeru s'il a besoin d'aide. Au même moment, Ikaruga s'aventure sous terre tout en parlant à Isuka qui lui dit qu'elle n'a plus sa place à la corporation si elle revient. En entendant cela, Ikaruga dit qu'elle ne s'intéresse qu'à la résurrection des elfes, alors Izuka demande pourquoi elle a volé la matrice perdue il y a 4 ans. En réponse, Ikaruga dit qu'elle aurait été exécutée si elle était restée, mais Isuka ne la croit pas. Ikaruga dit ensuite qu'il est inutile de discuter sans fin et affirme qu'elles peuvent toutes deux obtenir ce qu'elles veulent. Alors Isuka menace de ne pas lui montrer de pitié. Soudain, elle rencontre des hommes armés et ils commencent à lui tirer dessus. Au même moment, des hommes armés tirent sur Takeru à la surface et alors qu'il s'enfuit, ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal. Quand Lapis affirme qu'elle leur a donné le bon emplacement, Usagi demande pourquoi ils se sont retrouvés au milieu d'un trafic de la mafia. Alors qu'ils cherchent un moyen de s'échapper, ils tournent à gauche et tombent soudainement sur des hommes debout au-dessus du corps d'Ikaruga. Immédiatement, Takeru en neutralise un. Uka en abat un autre. Lorsqu'il saisit le corps d'Ikaruga, un autre tireur surgit et fait feu sur eux, mais ils se mettent tous à l'abri. Soudain, Ikaruga se réveille et est surprise de voir Takeru. Il suggère ensuite qu'ils retournent aider les autres, mais Ikaruga dit qu'ils ne peuvent pas s'en charger. Juste au moment où Takeru essaie de dire que Uka peut s'en occuper, elle lui dit par radio de s'échapper avec Ikaruga. À ce moment-là, des robots volants lancent des missiles sur la position de Takeru, mais ils ont survécu d'une manière ou d'une autre. Et alors que Takeru lui dit d'attendre pendant qu'il cherche les autres, il s'effondre sur Ikaruga, qui réalise alors qu'il est blessé, elle l'aide donc à marcher vers une planque à proximité. Après cela, Ikaruga appelle Isuka, disant que les choses ont mal tourné et révèle que certains de ses amis sont apparus pour gâcher le plan. Quand Isuka dit qu'elle ne peut pas y croire, Ikaruga lui dit d'engager de meilleurs mercenaires car elle n'aura jamais la matrice perdue si l'un des membres du peloton est blessé. Pendant ce temps, Sugetsu contacte une représentante d'Alchemist et elle révèle que la corporation n'a jamais autorisé de recherche sur les elfes. Quand Sugetsu demande si les recherches sont menées par un centre de recherche clandestin, la représentante le confirme et propose de lui fournir des robots pour détruire l'installation.
Au centre de recherche clandestin, Usagi, Uka et Mari ont été capturés et dépouillés de leurs vêtements. Mari révèle alors qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Alchemist essaie de ressusciter des elfes. Alors qu'elles débattent de cette possibilité, Isuka apparaît et se présente comme la sœur d'Ikaruga. Elle demande ensuite s'il est vrai qu'elles sont les amies d'Ikaruga et Usagi confirme tout en ajoutant qu'elles la connaissent mieux qu'elle. Surprise, Isuka demande ce qu'elles savent d'elle et révèle qu'elle est une arme qui ne s'intéresse qu'aux choses qui sortent de l'ordinaire. Après cela, elle raconte comment elle et Ikaruga ont été élevés dans un laboratoire et après un certain temps, Ikaruga a commencé à s'intéresser aux humains et aux questions d'émotion. Malgré ses avertissements, Ikaruga a créé un elfe des bois, sachant qu'elle serait renvoyée pour cela et a tenté de s'échapper avec lui mais n'a pas pu. Après qu'Ikaruga a raconté cette histoire à Takeru, elle révèle qu'elle a rejoint l'académie pour protéger la matrice perdue d'Alchemist. Quand Takeru commence à poser plus de questions, elle les ignore et dit que c'est peut-être leur dernière fois ensemble, alors elle s'assoit sur lui et dit qu'elle veut qu'il la prenne. Tout en dévoilant ses armes secrètes, elle dit qu'elle ne comprend pas l'amour et la romance et affirme qu'elle est plus intéressée par la sensation d'être pilonnée. Quand Takeru proteste, disant que ça ne se fait pas sur un coup de tête, Ikaruga dit qu'elle est vierge et suggère un adieu spécial. Soudain, ils entendent des hélicoptères, alors Ikaruga le sédate tout en lui disant qu'elle l'aime. En sortant, Ikaruga rencontre Isuka et lui demande si elle respectera sa part du marché. Quand Isuka dit que ça dépend d'elle, Ikaruga promet de lui gâcher la vie si elle rompt sa promesse. Ailleurs, une voiture dépose Usagi, Mari et Uka au milieu de nulle part, les laissant perplexes. Soudain, Usagi rebrousse chemin, mais Uka lui demande où elle va. Elle répond qu'elle retourne sauver Ikaruga car elle est sûre qu'elle se trouve au complexe. Curieuse, Uka demande comment elle le sait et Usagi dit qu'elle a dû négocier leur libération avec la Lost Matrix. À ce moment, Uka demande à Usagi si elle fait confiance à Ikaruga après avoir appris son passé. Usagi répond que rien de tout cela n'a d'importance pour elle et en pleurant affirme que la seule chose qui compte est de sauver Ikaruga, même si cela signifie commettre des actes répréhensibles. Touchés, Uka et Mari décident de la suivre et soudain, des robots volants passent devant elle. Ensuite, une voiture arrive et Sugetsu en descend. Il demande ce qu'elles font là et Uka, à son tour, demande ce qu'il se passe. Sugetsu dit qu'ils partent en guerre et s'enquièrent de Takeru et Ikaruga, mais elles disent s'être séparées. Sugetsu ouvre alors son coffre et dit aux filles de choisir des armes car c'est dangereux. Pendant ce temps, Takeru rampe hors de la planque tandis que Lapis lui demande ce qu'il compte faire. Il répond qu'il veut sauver ses camarades et lui demande de l'aider. Elle active alors sa tenue de chasseur de sorcières. Après cela, Takeru élimine plusieurs robots, puis lorsque Lapis l'aide à localiser le centre de recherche des elfes, il en abat encore un autre. Il demande à Lapis s'il peut voler, mais elle dit que la tenue permet seulement de planer après un grand saut. Impressionné, Takeru complimente Lapis, mais elle lui dit d'arrêter de la faire rougir. Alors que Takeru tente de la complimenter à nouveau, il est soudainement propulsé dans les airs. Pendant ce temps, Sugetsu arrive au complexe, et alors que les robots ennemis approchent, il tire et les élimine en masse. Au même moment, alors que Takeru abat d'autres robots, il croise Uka et lui demande ce qu'elle fait là. À ce moment-là, Usagi lui demande s'il va bien et lui explique qu'elle se trouve derrière un mur pour assurer la couverture. Uka souligne qu'Ikaruga pourrait être arrêté si l'Inquisition découvre son implication dans les expériences et suggère d'agir vite pour obtenir la vérité. Takeru décide alors de prendre l'initiative, pendant qu'Uka le couvre et qu'Usagi assure le soutien à distance. Ailleurs, Izuka reproche à Ikaruga d'être partie avec la Lost Matrix, car elles auraient pu progresser ensemble. Quand Isuka demande à Ikaruga pourquoi elle l'a trahi, celle-ci répond qu'elle ne l'a pas trahi et explique qu'elle voulait simplement partir après avoir compris, en lisant, que le monde extérieur offrait plus que la création d'armes. Isuka lui demande alors si elle a trouvé ce qu'elle cherchait, et Ikaruga répond qu'elle a trouvé la jeunesse. Peu convaincue, Isuka lui demande si elle réalise tout ce qu'elle a perdu pour un concept aussi peu scientifique. Soudain, elle commence à souffrir et révèle que ses expressions faciales ont été limitées et qu'elle a mal dès qu'elle ressent une émotion superflue. Quand elle dit avoir été remodelée par ses supérieurs, Ikaruga se demande pourquoi, car elle était douée et obéissante. Agacée, Izuka blâme Ikaruga pour tout et dit qu'elle peut échapper à son sort en rejoignant le Valhalla si elle réussit à ressusciter les elfes. Elle exige donc la Lost Matrix, mais Ikaruga dit être revenue pour empêcher la résurrection des elfes et sortir Isuka de là, car elle regrette de l'avoir abandonnée il y a 4 ans. Elle s'approche ensuite d'Isuka pour tenter de la convaincre, mais Isuka la repousse et la déclare comme son ennemie. Soudain, elle sort une arme et tire sur Ikaruga tout en réclamant la Lost Matrix. C'est alors qu'Ikaruga révèle qu'elle a toujours eu des cellules d'elfes en elle et montre à Izuka la pierre philosophale incrustée dans sa poitrine.
Surprise, Isuka dit que c'est impossible, alors Ikaruga se transforme en elfe pour lui prouver le contraire. Elle menace ensuite de détruire toute l'installation avec son mana juste pour sauver Izuka, mais Izuka lui dit d'arrêter. Alors qu'Ikaruga s'approche d'Isuka, elle ressent une douleur à la tête et lâche son arme. Cependant, Haunted surgit d'un pétale et attaque Isuka. À l'extérieur, Uka et Takeru abattent d'autres robots, et ils réalisent qu'ils n'ont plus de puissance de feu. Et pour ne rien arranger, Usagi est aussi à court de munitions. De retour dans l'installation, Haunted arrache le cœur d'Isuka, et alors qu'elle se vide de son sang, Ikaruga regarde, incrédule. Soudain, elle attaque Haunted, qui bloque son attaque avec un sort, ce qui provoque l'explosion de l'installation. Après cela, Ikaruga ramasse Isuka, espérant la soigner, mais dans son dernier souffle, elle révèle que Canaria est vivante et que le Valhalla la détient. Après le décès d'Isuka, Haunted revient protégé par un bouclier et demande à Ikaruga de le rejoindre, car Isuka lui a déjà appris à ressusciter les elfes et à créer des robots. Agacé, Ikaruga répond par un tir en pleine tête, ce qui énerve Haunted, qui se transforme en un énorme dragon et attaque le bâtiment. Voyant cela de loin, Takeru saute et alors qu'Ikaruga tombe du bâtiment, il la rattrape. Après cela, le dragon détruit tout sur son passage avec son souffle de feu, tandis qu'Usagi et Mari s'enfuient pour sauver leur vie. Alors qu'il s'apprête à cracher du feu, Takeru l'attaque tandis qu'Usagi prépare un canon électrique géant et vise le dragon. Pendant qu'elle vise depuis une salle de contrôle, Ikaruga lui dit de viser le moteur de vol dans la colonne du dragon et lui rappelle qu'elle n'a que 5 tirs. Usagi effectue donc son premier tir et touche le dragon pendant que Takeru l'occupe. Cependant, Usagi rate ses tirs suivants et finit par réussir à toucher le dragon. Malheureusement, le dragon étourdi reprend ses esprits immédiatement. Quand le dragon attaque à nouveau et assomme Uka, Takeru lui saute dessus et frappe le moteur de vol avec son épée, le fissurant. C'est alors qu'il tombe à court de mana et que son armure s'éteint, et à ce moment-là, il se demande s'il va perdre son ami. Soudain, Mari lance un sort et le projette sur Takeru pour recharger son armure. Immédiatement, Takeru canalise chaque goutte de mana qu'il possède dans son épée et porte un coup final qui terrasse le dragon pour de bon. Plus tard, dans la salle du peloton, ils enquêtent sur un trafic d'artefacts magiques illégaux et Usagi suggère d'y aller incognito pour arrêter le criminel et gagner des points. Quand Uka suggère de se préparer pour la mission, Ikaruga dit qu'ils ne sont pas prêts. Cependant, Uka dit qu'elle a été infiltrée plusieurs fois, mais Ikaruga l'avertit d'envisager d'abandonner. Piquée au vif, Uka décide de faire la mission et peu après, elle arrive dans un club de striptease mal à l'aise et habillée comme pour une audition. Ensuite, Uka, Mari et Usagi partagent une table avec des hommes assez vieux pour sortir avec leur mère. Alors que Mari et Usagi s'amusent avec les vieux, l'un d'eux s'intéresse à Uka, mais comme elle n'est pas accueillante, Usagi lui dit de ne pas les griller. À ce moment, Uka regrette d'avoir laissé Ikaruga la piéger pour accepter la mission. Juste après, un homme ivre se penche et tente de tripoter ses seins, mais elle craque et l'insulte. Takeru intervient alors et s'excuse auprès des hommes, prétendant que c'est son premier jour de travail. À ce moment, Takeru dit aux membres de son peloton de le laisser gérer les clients difficiles. Quelques instants plus tard, les filles le regardent gérer les clients et se demandent s'il est fait pour le bar. En raccompagnant un client, Takeru repère un paquet dans sa poche et demande à ses camarades de le surveiller. Uka s'assoit près de lui, et quand le client s'enivre, il dit à sa cavalière qu'il a un cadeau et tente de le prendre, mais touche les fesses d'Uka. Agacée, Uka lui met un uppercut, faisant voler le cadeau alors qu'elle sort un pistolet pour tirer dessus. Voyant cela, les autres filles pensent que c'est le suspect et déclarent qu'il est arrêté pour trafic d'artefacts magiques. Elles réalisent alors que le cadeau est une console de jeu, mais un homme avec une bague s'enfuit en voyant les inquisiteurs. Alors elles le poursuivent. À l'académie, Uka s'excuse d'avoir gâché la mission tandis qu'Usagi la soutient, disant que n'importe quelle fille aurait craqué à sa place. Ensuite, Ikaruga et Mari examinent la bague récupérée sur le criminel. C'est juste de l'argent avec une magie trop faible pour en définir le type. Réalisant que ce n'est pas un artefact important, ils discutent de leur chance d'obtenir de bons points pour la mission. Quand Uka demande s'il y aura des conséquences à l'expertise, Ikaruga dit qu'il n'en serait pas là si elle n'avait pas pété les plombs. Pendant qu'Uka calme sa colère, Ikaruga dit qu'elle doit tester la bague, et quand elle essaie de la mettre, Uka lui demande si elle est folle. Ikaruga lui rappelle alors que l'homme essayait d'offrir la bague à une fille qu'il aimait bien. Soudain, elle lui arrache la bague, et alors que Mari et Usagi se disputent pour l'avoir, elle leur échappe. Takeru essaie alors de l'attraper, mais la bague brille soudainement et se glisse sur l'un de ses doigts. Soudain, une lumière étrange inonde la pièce, et les filles commencent à convoiter son entrejambe. Alors que Takeru évite Usagi, il tombe sur Mari, qui se lamente sur sa petite poitrine et essaie de lui montrer qu'elle n'est pas un garçon.
Takeru l'arrête alors et s'enfuit mais tombe sur Uka qui se met à califourchon sur lui. Après s'être échappé, il croise Ikaruga qui comprend qu'elles sont sous l'effet de l'anneau d'ivresse et feint d'être ivre aussi mais finit par vomir. Quelques jours plus tard, le peloton prend le bus pour enquêter sur une plage où l'été dure depuis plus d'1 an. En chemin, alors qu'il tente de comprendre la cause, Ikaruga explique que c'est insupportable que quelqu'un prolonge ce climat qu'elle déteste tant sur une plage. Takeru remarque qu'ils verront bien une fois sur place et suggère qu'ils s'amusent un peu. Arrivés à la plage, ils décident d'inspecter le rivage, mais Mari se met soudain en maillot et commence à jouer. Agacée, Uka lui demande si elle est folle, mais Mari dit qu'elle les encouragera car elle n'est pas vraiment membre du peloton. Peu après, Usagi arrive aussi en maillot et court vers l'océan, mais les filles paniquent en voyant ses formes s'agiter. Uka demande alors à Ikaruga si c'est son œuvre et rappelle qu'elles sont en mission, mais Ikaruga lui propose simplement des maillots. Quelques instants plus tard, Uka porte un maillot et quand les autres la dévisagent, elle dit que ça facilitera son enquête. À ce moment, elle voit Takeru fixer l'océan et lui disent qu'il devrait regarder ce qui manque à la nature. Pendant que les autres s'amusent, Ikaruga survit à peine sous un parasol. Lapis remarque alors des hommes qui pêchent et demande à Takeru ce que c'est. Après les explications de Takeru, ils rejoignent les autres pour déjeuner et après avoir englouti de la glace, Takeru a le cerveau gelé. Un peu plus tard, il a mal au ventre et va aux toilettes pendant que les filles empêchent Lapis de le rejoindre. Pendant ce temps, Uka voit des gardes-côtes porter un homme inconscient. Elle demande ce qui s'est passé et ils disent qu'un monstre géant l'a attaqué et qu'il a failli se noyer. En entendant cela, Lapis explique que c'est probablement l'œuvre d'une créature magique. Quand les autres s'interrogent, Lapis explique qu'une créature appelée l'inviteur d'été peut faire durer l'été indéfiniment. Elle décide donc d'enquêter. Mais Uka dit qu'elle ne sait pas nager et Ikaruga demande à rester à l'écart. Pendant ce temps, Takeru hurle de douleur aux toilettes, alors Usagi et Mari décident de s'occuper de l'affaire. Mari suggère alors qu'elle serve d'appât dans l'eau pendant qu'elle tient la canne à pêche. Soudain, le monstre apparaît sous Usagi et les enroule toutes les deux avec ses tentacules. Elles disent alors à Lapis de tirer, mais quand elle le fait, le fil casse. Le monstre entraîne les deux filles sous l'eau et à ce moment, Takeru sort en courant et revêt son armure de chasseur avant de sauter. Lorsqu'il touche le fond, les filles lui suggèrent de transformer son arme en canne à pêche. Takeru s'exécute et lance l'hameçon dans la gueule du monstre. Le monstre les relâche alors que Takeru le traîne hors de la mer. Ensuite, au moment de partir, Uka offre des glaces à Mari et Usagi pour les récompenser d'avoir sauvé la mise. Plus tard, Takeru visite le centre où sa sœur reçoit de l'aide et après un contrôle de sécurité, il voit enfin Kisaki, ravi de le voir. Après avoir parlé de leur croissance, Kisaki interroge Takeru sur son école et il révèle qu'il a maintenant des coéquipiers plus gênants. Quand il lui parle un peu de ses camarades, Kisaki le taquine en disant qu'il est tombé amoureux. Mais Takeru dit que ce n'est pas ça et ajoute qu'il est ébloui par sa façon de marcher. Lorsque Kisaki dit être heureuse pour Takeru, il repense à sa vie en confinement et réalise qu'il n'y a en réalité rien de joyeux dans ce qu'elle traverse. Il dit alors que même s'il ne peut pas changer le monde, il veut lui offrir une vie normale. C'est alors que son temps de visite expire, on lui demande de partir, il lui dit au revoir et s'en va alors que Kisaki a encore des choses à lui dire. Pendant ce temps, la section Small Fry poursuit un criminel. Quand Usagi crève un pneu, les criminels volent une moto et s'enfuient, tandis qu'Uka les poursuit en leur lisant leurs crimes. L'un d'eux booste alors la moto avec un sort, mais Uka les rattrape rapidement. Devant leur surprise, elle explique qu'un savant fou a modifié sa moto. Soudain, elle s'arrête et demande à Takeru de terminer la mission. Ils s'engagent dans une ruelle où Takeru tranche leurs pneus et les arrête. Le lendemain, alors qu'ils parlent des progrès d'Usagi, Uka voit que Takeru est fatigué et lui dit de se reposer. Takeru dit qu'il va bien, mais Uka lui dit qu'il peut compter sur elle en cas de besoin. Quand Takeru la remercie, elle lui suggère d'aller voir sa sœur. Plus tard, Takeru croise Sugetsu et Kyuya. Il tente d'interroger ce dernier sur Yoshimizu, mais Kyuya le repousse et le traite de traître. Peu après, Sugetsu et Kyuya arrivent en salle de contrôle où Kisaki est surveillée et sous sédatif. Kurogane note qu'il faut plus de doses pour la calmer et demande si quelque chose d'étrange s'est produit lors de la visite de Takeru. Mais Sugetsu répond que ses constantes se stabilisent quand Takeru vient. Soudain, Kisaki s'éveille. En analysant son mana, Sugetsu souligne que son pouvoir n'est pas lié à son niveau de mana. Il révèle ensuite que le pouvoir de Kisaki assimile tout ce qu'il touche et que sans contrôle, elle pourrait dévorer la planète entière. Il dit qu'ils doivent extraire et détruire les pouvoirs de Kisaki jusqu'à ce qu'il n'en reste rien.
À ce moment, Kisaki imagine Takeru partir avec une autre fille. Elle panique et active ses capacités par erreur. Alors qu'ils ont du mal à la maîtriser, Sugetsu souligne que Kisaki a grandi depuis la dernière fois et ordonne à Kurogane de prendre les choses en main. Peu après, Kurogane invoque son Eater de reliques alors que Kisaki appelle son frère. Pendant ce temps, la section Small Fry est en mission. Ikaruga est distraite par les formes d'Uka, mais celle-ci lui dit de se concentrer. Mari et Usagi, quant à elle, distribuent des prospectus en tenue légère. La cible arrive. Uka explique que c'est un mage de menace niveau B et demande de lui poser un traceur pour trouver son repère. Quand Usagi met ses atouts en avant pour lui donner un tract, il l'ignore totalement. Mais quand Mari lui en donne un, il le prend et l'examine. Soudain, il comprend qu'un traceur y est caché, sort son arme et tire sur elle. Mais Mari déploie un bouclier défensif. Alors qu'Uka va tirer, les douilles deviennent des mandragores. Uka dit à Takeru de le suivre pendant qu'elle gère les monstres. Peu après, Takeru les poursuit dans une ruelle et entend un cri. Il s'arrête pour comprendre ce qu'il se passe et à sa grande surprise, Kisaki sort de l'ombre en expliquant qu'elle a suivi le son de ses battements de cœur. Elle s'effondre, Takeru la rattrape et lui demande ce qu'elle fait dehors. Elle répond qu'elle voulait simplement le voir. Quand les autres arrivent, Takeru panique, pointe son épée vers elle et leur dit de rester à l'écart. Uka explique qu'elle ne comprend pas vraiment la situation, mais assure qu'elles ne sont pas ses ennemis, ce qui amène Takeru à rengainer son épée. Ensuite, Uka demande si Kisaki représente une menace, et Takeru explique qu'elle est bien plus dangereuse que tout ce qu'ils peuvent imaginer, tout en les rassurant en disant qu'elle ne leur fera rien tant qu'il est présent. Surprise, elle découvre qu'elle est de niveau double S, et Takeru ajoute qu'elle s'est probablement échappée uniquement pour le voir. Pendant ce temps, à la prison, Sugetsu cherche Kurogane parmi les décombres, et quand il sort de sous une pierre, il s'excuse d'avoir laissé Kisaki s'échapper. Lorsqu'il propose de la poursuivre, Sugetsu dit qu'il a déjà des gens à ses trousses et dit à Kurogane de faire équipe avec eux. Ailleurs, Kisaki se réveille et avoue à Takeru qu'elle a pris des vies, mais Takeru dit que c'est un accident et que ce n'est pas sa faute. À ce moment-là, Uka fait irruption et se présente, alors Kisaki se présente timidement. Après que Takeru a expliqué qu'elle n'avait jamais parlé à personne d'autre que lui, Uka demande à lui parler. Dans une autre pièce, les filles lui demandent des explications. Alors Takeru révèle que Kisaki a failli anéantir tout leur village car elle ne maîtrisait pas son pouvoir. Ikaruga dit alors qu'elle souffre du syndrome de débordement, une condition qui affecte les sorcières ne venant pas de lignée magique. En plus de cela, elle explique que cela peut être réprimé chez les sorcières diagnostiquées grâce à un collier anti-magie, mais pour Kisaki, c'est un désastre ambulant. Quand Usagi se demande s'ils sont en sécurité, Ikaruga répond que Kisaki a épuisé son mana. Après cela, alors qu'ils discutent de ce qu'il faut faire d'elle, Takeru suggère d'appeler l'Inquisition, mais Uka propose de l'escorter pour qu'il puisse se rapprocher. Quelques instants plus tard, les filles informent Kisaki qu'elle va avoir un rendez-vous pour se rapprocher de Takeru, alors elles lui font essayer différentes tenues. Plus tard, lors de leur rendez-vous, Kisaki dit à Takeru que ses amis l'ont traitée comme une petite sœur, bien qu'elle sache qu'elle est dangereuse. Après avoir parlé de la beauté d'Uka, Kisaki dit qu'elle a une requête. En entendant cela, Takeru dit qu'il lui donnerait n'importe quoi, alors elle lui demande s'il pourrait la tuer. Après son étrange requête, Kisaki dit qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir sortir avec lui, et maintenant que c'est fait, elle est si heureuse. Kisaki révèle ensuite que ses pouvoirs ne cessent de croître et ajoute qu'elle a peur de blesser les gens comme elle l'a fait par le passé. Lorsqu'elle dit qu'elle mérite de mourir, elle dit qu'elle aimerait mourir de ses mains. En réponse, Takeru dit qu'il ne peut pas le faire car il veut qu'elle vive et ajoute que le jour où il le fera sera aussi le jour de sa propre mort. Il lui promet donc que ce n'est pas encore le moment, et en entendant cela, Kisaki dit qu'elle attendra le temps qu'il faudra. Quelque part dans les bois, Orochi rentre chez lui et parle à son partenaire, Watari, de la nouvelle mission de Valhalla pour eux. Selon le patron, la cible qu'ils sont censés secourir s'est évadée de prison. Watari suggère donc d'en profiter pour détruire l'académie, mais Orochi dit qu'ils ne peuvent pas agir par intérêt personnel comme Haunted et Mephisto. Il dit ensuite que leurs ordres sont de capturer Kisaki. Pendant ce temps, Takeru et Kisaki se dirigent vers le parc, et quand elle voit la grande roue pour la première fois, Takeru propose d'y monter. Cependant, Kyuya et Yoshimizu apparaissent et disent qu'ils sont en pleine chasse aux sorcières. Alors Takeru dit à Kisaki de s'enfuir pendant qu'ils activent tous leurs Relic Eaters. Après que Takeru a esquivé un tir du pistolet de Kyuya, il demande pourquoi il a un Relic Eater, et Kyuya répond qu'il n'y a pas Kuka et lui qui ont du potentiel. Alors que Takeru tente de les dissuader de capturer Kisaki, il réalise que le Relic Eater de Kyuya est le sosie de Yoshimizu, nommé Nero. Immédiatement, Kyuya tire un autre coup sur Kisaki, mais c'est Takeru qui reçoit le projectile.
Juste au moment où ils allaient s'affronter à nouveau, Kurogane arrive sur les lieux et les arrête. Il leur rappelle ensuite qu'il y aura des conséquences pour avoir utilisé leur capacité en public. Lorsqu'il réalise qu'un collier a été mis à Kisaki, il demande à lui parler, s'excuse de ne pas avoir pu lui montrer le monde extérieur et promet de la revoir. Après cela, Kisaki le serre dans ses bras et lui rappelle sa promesse. À ce moment-là, elle perd connaissance et Sogetsu explique qu'elle a été sédatée via le collier. Il souligne ensuite qu'aider une menace à rester en liberté est un crime. Les soldats arrêtent donc Takeru, tandis que Sogetsu ordonne de l'emmener à l'isolement. Quand Takeru s'inquiète du sort de sa sœur, Sogetsu dit que l'alchimiste a proposé son aide et qu'elle pourrait être transférée dans un autre établissement. Takeru demande alors où, mais Sogetsu dit qu'il ne peut pas le lui dire car le Valhalla la prend pour cible. Plus tard cette nuit-là, alors que Kisaki est transporté, en plein vol, Mari s'introduit soudainement dans un avion et comprend que ce n'est qu'un leurre. Pendant ce temps, dans un convoi terrestre, Kurogane est informé de l'attaque de l'avion, mais il dit à tout le monde de continuer comme prévu. Après cela, il dit à Kyuya de se tenir prêt, mais Kyuya demande à Kurogane s'il prend parti et lui dit de ne pas s'en mêler s'il n'a pas envie de faire son travail. Soudain, leur convoi est attaqué par des robots, alors ils sortent pour s'en occuper. Pendant ce temps, en cellule d'isolement, Takeru rêve d'un souvenir où son père lui disait que les filles de sa famille naissent toujours démons et sont exécutées. Cependant, comme Kisaki est immortel, son père est mort en essayant de l'achever et lui a remis une épée pour finir le travail, mais il n'a pas pu. À ce moment-là, Takeru entend Uka l'appeler de la cellule voisine et s'en vouloir, mais il lui dit qu'il est reconnaissant d'avoir pu passer du temps avec sa sœur grâce à elle. Uka dit alors qu'elle veut partager une partie de son fardeau parce qu'elle a une dette envers lui. En pensant au chemin parcouru ensemble, Uka dit avoir trouvé la paix au peloton, alors qu'elle n'avait vécu que pour la vengeance. Elle remercie ensuite Takeru de l'avoir changé et de partager son fardeau comme il l'avait promis. Après cela, Nagaru arrive et les fait sortir de leur cellule en expliquant qu'elle connaît certains gardes, alors elle les a suppliés de lui donner les clés par faveur. Elle annonce ensuite que le véhicule transportant Kisaki a été attaqué par Valhalla et suggère qu'ils se rendent sur place. Lorsqu'ils sortent, ils trouvent Tusagi, Mari et Ikaruga qui les attendent et proposent leur aide. À ce moment-là, Takeru dit qu'il a besoin d'elle pour sauver Kisaki, mais les filles surréagissent, disant que Takeru ne demande jamais d'aide. Surprise, Uka demande pourquoi elle la fusille du regard et les filles demandent s'il s'est passé quelque chose entre eux dans la cellule. Mais Uka leur dit d'arrêter leurs bêtises car ils n'ont plus de temps. De retour en ville, Kurogane abat le dernier robot et juste à ce moment, Orochi apparaît, se présentant comme l'un des chefs de Valhalla. Kurogane dit alors à Kyuya de se concentrer sur sa mission car Orochi est trop fort pour lui. Après le départ de Kyuya, Orochi demande à Kurogane s'il peut vraiment l'affronter, alors Kurogane invoque une arme supplémentaire. Pendant ce temps, Kyuya se sent soudain bizarre de garder une hérétique en tant qu'inquisiteur, alors il arrête le camion et tente d'éliminer Kisaki, mais Takeru arrive pour l'arrêter. Quand Takeru demande ce que Kisaki lui a fait, Kyuya répond qu'il déteste le fait que des hérétiques vivent parmi eux. À ce moment-là, Nero apparaît et encourage Kyuya à détester tout et tout le monde. Surpris, Takeru demande à Nero si elle l'a rendu haineux, mais elle dit qu'elle ne fait qu'amplifier ce qu'il ressent déjà. Takeru dit ensuite à Kyuya que ses coéquipiers ne voudraient pas ça pour lui. Mais cela agace Kyuya, alors il tire sur Takeru qui esquive les attaques et détruit son arme. Malgré cela, Kyuya dit qu'il n'a pas fini, alors Uka lui tire dessus et désactive son relic Eater. Kyuya leur assure alors qu'ils regretteront d'avoir épargné Kisaki et saute dans une rivière. Takeru dit alors à Kisaki qu'il trouvera un moyen de lui faire une place dans ce monde. Alors qu'il tente de la sortir du camion, son corps commence à s'étendre, elle supplie Takeru d'en finir, mais Haunted surgit soudain d'un pétale et empale Takeru avec un tentacule. Voyant cela, Kisaki panique et commence à s'étendre de manière incontrôlée dans toute la ville. Voyant cela de loin, Usagi demande ce qui vient de se passer, et Ikaruga dit que c'est le pire scénario possible et suggère de se regrouper. Pendant ce temps, alors que le corps de Kisaki continue de se répandre dans la ville, Sugetsu et Suzaku, le président du conseil des alchimistes, observent d'un point élevé. Il commente ensuite que son vœu s'est enfin réalisé. Enthousiaste, Suzaku demande si Kisaki peut être cloné, mais Sugetsu dit que c'est impossible. Il déclare ensuite qu'ils ont sacrifié toute une zone pour satisfaire sa curiosité. Suzaku propose alors d'aider à nettoyer le désordre, mais Sugetsu dit que ce ne sera peut-être pas nécessaire car l'académie possède une arme ultime. À ce moment-là, Sugetsu demande à Suzaku de parier si Takeru sera capable ou non de mettre sa sœur au repos pour de bon. Quelque part à proximité, Haunted dit à Kisaki qu'il comprend enfin pourquoi le Valhalla la veut, et quand elle tente de l'attaquer, il l'avertit de ne pas l'impliquer. C'est alors Kuka arrive et exige qu'il lui remette Takeru, mais Haunted répond qu'il sert d'appât pour capturer Kisaki.
Uka dit alors qu'elle devra le prendre par la force, elle invoque donc Vlad et commence à tirer sur Haunted, qui bloque alors les tirs avec ses tentacules et riposte. Ensuite, il commence à attaquer Uka dans un combat au corps à corps et la transperce. À ce moment-là, Uka décide de conclure un contrat avec Vlad, qui dit alors qu'il pensait qu'elle ne l'accepterait jamais puisqu'elle ne l'utilisait que pour se venger. Tout en se défendant contre le démon de Kisaki, elle explique qu'elle doit conclure le contrat pour protéger ses proches. Soudain, il conclut le contrat et Uka se transforme pour la première fois dans sa tenue de chasseuse de sorcières. Soudain, Uka lance une attaque sur Haunted, mais il se protège avec un bouclier. Cependant, lorsqu'il dissipe la barrière, il s'est transformé en sa tenue de combat, il attaque donc pendant qu'Uka bloque ses assauts. Uka lance alors une contre-attaque et transperce Haunted, lui donnant la chance de secourir Takeru. Par coïncidence, les autres dames arrivent dans une camionnette. Alors Uka monte avec Takeru. En chemin, elles essaient de trouver un moyen d'arrêter Kisaki, et Ikaruga dit qu'elles devront continuer à détruire ses pouvoirs débordants jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de mana. Quand les dames demandent combien de temps cela prendra, Ikaruga répond que cela pourrait durer des jours. Après cela, elle ajoute qu'il est impossible d'en finir avec Kisaki, à moins qu'elle ne veuille être tuée par la bonne personne. Soudain, leur camionnette est renversée par les pouvoirs de Kisaki, et quand elles en sortent, Mari érige une barrière, tandis qu'Usagi continue de tirer sur le monstre. Elle demande ensuite des nouvelles de Takeru, et Uka révèle que son Relic Eater soigne ses blessures. Alors qu'elle se demande pourquoi il ne se réveille pas, les dames décident de porter une partie de son fardeau. Uka active donc de force son Relic Eater et dit à Mari de protéger les autres pendant qu'elle s'envole pour s'occuper du monstre de Kisaki. Mais en la voyant, le monstre l'accuse d'avoir pris Takeru à Kisaki. Pendant ce temps, alors que Takeru s'en veut pour tout ce qui arrive, Lapis apparaît et dit qu'il n'est pas trop tard pour corriger ses erreurs. Elle propose alors de lui donner tout son pouvoir en échange de tout ce qu'il possède et lui demande s'il abandonnera son humanité et la désirera pour atteindre ses objectifs. Après avoir réfléchi à tout ce qui est en jeu, Takeru accepte son offre, elle l'embrasse donc et Lapis commence une intégration d'âme. Soudain, Takeru est transformé en mode God Hunter. Au même moment, Kisaki pleure car le démon continue d'agir et de parler contre sa volonté. Uka attaque donc le démon mais réalise qu'elle doit retourner auprès de ses amis. C'est alors que le démon se transforme en de nombreuses créatures ressemblant à des chauves-souris pour l'empêcher de partir, alors Uka les fait toutes exploser. Pendant ce temps, Mari lutte pour maintenir sa barrière tandis que les autres dames sont à court de munitions. À ce moment-là, Takeru apparaît, transformé dans son armure de God Hunter. Alors qu'elle se demande si c'est lui, Uka arrive, et il confirme que c'est bien lui. Cependant, il absorbe les pouvoirs d'Uka, désactivant son armure, et dit aux autres de s'occuper d'elle. Quand il leur dit de partir, Uka dit qu'il ne peut pas tuer sa famille de ses mains, mais Takeru dit qu'il ne se battra pas que pour Kisaki et ajoute qu'il ne peut plus rester à leur côté. En entendant cela, les filles le supplient de rester, mais il leur demande de lui pardonner et s'envolent. Ensuite, il localise Kisaki, qui lui demande alors s'il va enfin mettre un terme à tout ce chaos. Pendant qu'il parle, Haunted surgit en riant et dit qu'il aime regarder, alors Takeru l'attaque tandis que Haunted dit qu'il a dû passer en mode Dieu pour achever sa sœur. Pendant qu'ils se battent, le monstre dit qu'il veut mourir aux côtés de Takeru. Mais alors que Kisaki en a les larmes aux yeux, le monstre reproche à Takeru de ne pas avoir tué Kisaki quand il en avait l'occasion. Takeru dit alors qu'il était indécis à l'époque et révèle qu'il a compris maintenant, il décide donc de rester fidèle à son désir. Soudain, Haunted l'attaque en disant qu'il parle trop bien d'un type dont l'âme a été dévorée par son Relic Eater. Haunted déchire alors le masque de Takeru, mais celui-ci insiste sur le fait qu'il n'abandonnera pas sa sœur et ses amis. Le monstre continue alors de dire à Takeru de tenir sa promesse pour qu'ils puissent tous mourir ensemble. Alors Haunted assure à Takeru qu'il lui enverra Kisaki après l'avoir vaincu. Pendant ce temps, Kisaki révèle qu'elle ne veut pas mourir avec son frère, mais le monstre la fait taire en l'enfermant. À ce moment-là, Haunted attaque à nouveau Takeru, mais cette fois, il lance un enchantement et tranche Haunted. Après l'explosion de Haunted, Takeru plonge dans le monstre et en sort Kisaki. Il la serre dans ses bras et le monstre disparaît de toute la ville. Juste après, les agents de Valhalla battent en retraite tandis que Sugetsu rencontre Orochi, qui lui demande s'il essaie de faire bégayer l'histoire. Cependant, Sugetsu dit que la bataille a déjà commencé et déclare que le chaos est sur le point de s'abattre sur eux. Ailleurs, Takeru retrouve ses camarades, qui lui demandent s'il a sauvé Kisaki, mais Takeru répond que non, car il ne ferait que la faire souffrir davantage. Alors les filles lui disent de compter sur elle et de ne pas souffrir seule, car elle propose de porter son fardeau avec lui. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, embrouillez les faux fans en commentant « Haunted est le boss ». Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.